Alors, donc, la semaine dernière, on avait parlé donc, de la gestion de la COS au niveau des entreprises et au niveau des opérateurs. Bon, on avait commencé la partie opérateur, on n'avait pas terminé. Et il reste aussi la gestion de la COS au niveau des fournisseurs d'accès. Et on avait dit que la gestion de la COS, elle n'était pas avec le même degré de difficulté, que ce soit au niveau d'une entreprise ou bien au niveau d'un opérateur. Bon, je parle uniquement de ces deux parce que c'est la partie qu'on avait traitée la dernière fois. On n'a pas encore parlé du fournisseur d'accès. Donc, au niveau des entreprises, on avait dit que la gestion de la COS, elle était relativement facile. Relativement facile pour les deux principales raisons suivantes. Alors, premièrement, vous avez le nombre de connexions et le nombre d'utilisateurs qui est assez limité au niveau d'une entreprise. Et deuxièmement, c'est une donnée qui est connue. Donc, on peut facilement évaluer et quantifier le nombre de connexions et le nombre d'utilisateurs que vous avez dans un réseau d'une entreprise. Quelle que soit la taille de cette entreprise, d'accord, quelle que soit sa taille, on peut facilement déterminer le nombre d'utilisateurs ou le nombre de connexions à l'intérieur du réseau de l'entreprise. Donc ça, c'est une donnée qu'on peut maîtriser. On peut aussi évaluer le nombre d'utilisateurs du réseau de l'entreprise en fonction des recrutements, bien en fonction, par exemple, des départs à la retraite. Parce que chaque année, au niveau des entreprises, il y a un plan de recrutement qui se fait. Et donc, on a facilement une estimation, je dirais, sur l'évolution du nombre d'utilisateurs du réseau de l'entreprise. Donc, tout ça, c'est des données qui sont relativement faciles à récupérer. Il y a un autre paramètre qui est le nombre ou les applications utilisées par l'entreprise. Là aussi, on connaît très bien dans chaque entreprise quelles sont les applications qui sont utilisées. Je parle du nombre d'utilisateurs, parce que le nombre d'utilisateurs, c'est la charge du réseau de l'entreprise. Et je parle aussi des applications, parce que les applications, pour certaines, elles sont gourmandes en termes de critères de qualité de service. Elles sont exigeantes en termes de critères de qualité de service. Donc, il faudra prévoir des solutions pour ces applications pour avoir une bonne qualité de service à l'intérieur du réseau de l'entreprise. Donc, si j'arrive à évaluer, à quantifier le nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire, entre parenthèses, entre guillemets, la charge du réseau, la charge de mon réseau, la charge maximale du réseau, c'est-à-dire je prends le pire des cas, c'est où tous les utilisateurs de mon réseau sont connectés, donc j'arrive à quantifier ce nombre, j'arrive à dresser, je dirais, une liste des applications utilisées par les utilisateurs du réseau de l'entreprise. À partir de là, il est très facile de préparer mon réseau pour fournir un niveau de qualité de service appréciable. D'accord? Donc ça, c'est des paramètres qui sont, je dirais, faciles à manipuler et faciles à gérer. Par contre, dès qu'on passe au niveau d'un opérateur, on parle d'un opérateur à l'échelle nationale. Je prends l'exemple, prenez, c'est-à-dire juste pour vous donner un exemple, quand on parle d'un réseau d'une entreprise, je parle à titre d'exemple du réseau de l'USTHP, d'accord? Quand je parle du réseau de l'opérateur, je parle d'Algérie Télécom. Donc là, vous avez une très grande différence en termes de nombre d'utilisateurs et en termes d'application. Donc, au niveau de l'opérateur, il n'est pas facile de connaître et de savoir au préalable le nombre d'utilisateurs que vous avez. Bon, vous avez actuellement le nombre d'utilisateurs, mais il faut savoir que de jour en jour, il y a toujours de nouveaux abonnés. D'accord? Donc, le réseau de l'opérateur, bien le nombre d'utilisateurs chez un opérateur, il évolue de jour en jour. Par contre, au niveau d'une entreprise, c'est quelque chose qui est relativement stable. Il n'y a pas des recrutements tous les jours. D'accord? Par contre, au niveau d'un opérateur, quand vous allez chez Algérie Télécom, chaque jour, il y a de nouveaux clients. Donc, le réseau, il est en train donc d'évoluer de jour en jour. Ça, c'est le premier paramètre. Deuxième paramètre, chaque client de l'opérateur, quand je dis client, ça peut être un particulier, d'accord, comme vous et moi, on est connecté chez nous, ça peut être une entreprise, d'accord, donc les entreprises, ça peut être des universités, tout ça, c'est des clients de l'opérateur. Chaque client, que ce soit un particulier ou une entreprise, il a ses propres applications, il utilise un certain nombre d'applications. Donc là, au niveau de l'opérateur, il doit gérer un nombre très varié
d'accord, très variée d'applications. Donc, ce n'est pas comme au niveau d'une entreprise. On connaît les applications utilisées par les utilisateurs de l'entreprise, ou bien les clients de l'entreprise. Donc, il est très difficile de gérer la COS au niveau du réseau de l'opérateur, sans parler bien sûr de la taille du réseau. Donc, il faut faire des prévisions côté opérateur, il faut faire des prévisions sur l'évolution du nombre d'utilisateurs, d'accord, afin de permettre au réseau d'évoluer et suivre, je dirais, la même cadence, d'accord, suivre la même cadence que l'évolution du nombre d'utilisateurs. Donc, il y a des prévisions qui vont se faire. Alors, ces prévisions-là, ils vont permettre d'anticiper. Moi, si je sais, je fais une estimation, je dis que chaque mois, par exemple, j'ai 100 000 nouveaux clients au niveau du réseau d'Algérie Télécom. À titre d'exemple, là, je donne des chiffres juste. Donc, 100 000 nouveaux clients au niveau du réseau de l'opérateur d'Algérie Télécom. Ça veut dire que chaque mois, mon réseau, il doit supporter 100 000 clients supplémentaires et il doit être prêt à supporter cette charge, la charge de ces 100 000 clients qui arrivent sur le réseau chaque mois. Alors, si vous prenez ça sur l'échelle d'une année, vous allez avoir 120 000, clients chaque année. Et ça, c'est un nombre très important. Donc, l'opérateur, il doit donc faire des prévisions pour faire évoluer son réseau, d'accord? Faire évoluer son réseau pour pouvoir supporter toute cette charge supplémentaire. Ça, c'est par rapport aux prévisions. Ça, c'est par rapport à la planification de l'évolution du réseau. Maintenant, comment se fait la relation entre un opérateur et un client, que ce soit un client en particulier ou une entreprise? C'est des offres de services. On avait parlé de ça la semaine dernière. Je vous ai dit, par exemple, l'opérateur, il peut définir 4 niveaux de service, d'accord, à offrir à ses clients. Et chaque niveau de service, quand je dis niveau de service, je parle de niveau de qualité de service. C'est un certain nombre d'exigences qui sont garanties, d'accord, je mets l'accent sur garantie, par l'opérateur. J'avais donné l'exemple suivant. J'avais dit, par exemple, l'opérateur il peut définir 4 niveaux de service, le niveau premium, le niveau gold, le niveau silver et le niveau best effort. Et chaque niveau de service, il offre un truc particulier par rapport à notre service. Donc, si on prend le service premium par rapport au service gold, le service premium, il offre un délai d'acheminement constant et court. Je prends le service gold, il offre un délai d'acheminement court. Qu'est-ce qu'on perd? On perd la constance. D'accord? Donc, plus on descend dans les niveaux de service, plus on perd en termes de qualité de service. Jusqu'à arriver au best effort. Le best effort, c'est, je dirais, l'offre standard que peut offrir un opérateur pour un client. C'est-à-dire se contenter uniquement des performances du réseau, quelle que soit la charge. Parce que là, c'est important. Si il n'y a pas de charge, le réseau il va vous offrir de bonnes performances, il va vous donner une bonne qualité de service, vous allez être satisfait. Si le réseau est congestionné, vous allez avoir une mauvaise qualité de service. Et là, vous risquez de ne pas être satisfait. Tout dépendra maintenant des applications que vous utilisez. D'accord? Donc maintenant, c'est à vous de voir en tant que particulier, en tant que responsable du réseau d'une entreprise, pour quel service vous allez vous abonner. Vous n'allez pas choisir un service premium si vous n'utilisez que des applications informatiques, c'est-à-dire de simples applications informatiques, telles que la messagerie électronique, la consultation des pages web et tout. D'accord? Parce que sinon, vous allez gaspiller votre argent. Ce n'est pas justifié. On ne peut pas opter pour un service premium si on utilise juste de simples applications informatiques. De même, je ne peux pas opter pour le service best effort si j'utilise dans mon réseau, j'utilise la visioconférence. Parce que là, il est certain que la qualité de service, elle sera très mauvaise, elle sera médiocre. OK? Donc, vous n'allez pas pouvoir utiliser la visioconférence. Donc, il faudra définir clairement les besoins de votre entreprise en termes d'application, en termes de niveau de qualité de service. Et c'est à partir de là que vous allez vous orienter vers l'opérateur pour
essayer de voir quel est le meilleur niveau de service adapté aux besoins de vos applications. D'accord? Alors, l'opérateur, il doit donc prendre en considération les applications utilisées, ça je l'avais dit tout à l'heure, c'est l'une des caractéristiques et l'une des difficultés que rencontre un opérateur par rapport à une entreprise. Donc, le nombre d'applications, il est très varié. Alors, le problème, ce n'est pas au niveau du nombre, mais c'est au niveau des besoins des applications. Parce que quand vous me dites, j'ai une centaine d'applications, mais qui ont les mêmes besoins en termes de qualité de service, moi, ça ne me pose pas de problème. Parce que tout simplement, je vais essayer donc d'offrir une solution qui va satisfaire ces applications. Une solution. Pourquoi une solution? Parce que c'est les mêmes besoins. D'accord? Donc, moi, je ne cherche pas à savoir comment s'appellent les applications. Moi, j'essaye de voir les besoins des applications en termes de qualité de service. Donc, dire que j'ai 100 applications qui ont les mêmes besoins, la tâche, elle est facile. Par contre, dire que j'ai 100 applications et chaque application, elle a ses propres besoins en termes de qualité de service, là, la tâche, elle devient beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile pour la simple raison que pour chaque application, je dois définir ou bien je dois proposer une solution et garantir un niveau de qualité de service adapté aux besoins de l'application. C'est là la difficulté. Donc, le problème, ce n'est pas le nombre, mais le problème, c'est par rapport aux besoins des applications. D'accord? Donc, si vous avez et ça, je pense qu'on avait déjà parlé de ça, quand je vous ai dit, on essaie donc de regrouper, on essaie de raisonner en termes de classe et non pas en termes de flux. Pourquoi en termes de classe? Parce qu'en termes de classe, je peux offrir des solutions pour chaque classe et non pas pour chaque flux. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le nombre de connexions qui est très élevé. Alors, non seulement il est élevé, mais il évolue de jour en jour. D'accord? Donc, ça aussi, c'est un paramètre à prendre en considération. Donc, il faudra prévoir de la même façon une évolution du réseau pour permettre de supporter toute la charge supplémentaire causée par les nouveaux clients qui rejoignent votre réseau. Donc, ça, ce n'est pas évident à gérer. D'accord? Donc, l'opérateur, il doit planifier pour cela le trafic sur son réseau en fonction des profils des applications déclarées par ses clients. On parle de profil d'application déclaré. Ça veut dire quoi, profil d'application déclaré? Moi, quand je suis représentant d'une entreprise, je suis responsable du réseau d'une entreprise X ou Y, d'accord? Quand je m'adresse à l'opérateur pour lui dire, voilà, moi, j'ai besoin d'un certain niveau de service, l'opérateur ou le représentant de l'opérateur, il va me poser la question suivante. Qu'est-ce que vous utilisez comme application? D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est je vais définir clairement une liste des applications que j'utilise. Et ces applications-là ont des besoins. Donc, ce que je suis en train de faire ici, c'est de décrire les profils des applications. Je suis en train de déclarer les applications que je suis en train d'utiliser. D'accord? Et donc, c'est à partir de là que l'opérateur, il pourra m'orienter, il pourra me conseiller des niveaux de service adaptés aux applications que j'ai déclarées. Je dis déclarées entre guillemets, parce qu'on va voir par la suite comment se fait cette déclaration. C'est via ce qu'on appelle le contrat de niveau de service, le contrat SLA, le Service Level Agreement. Donc, il y a un contrat de niveau de service qui permet donc de lier, je dirais, l'entreprise à l'opérateur pour fournir un niveau de service adapté aux besoins de chaque entreprise. Donc, je dois définir clairement les applications que je vais utiliser au niveau de mon réseau de l'entreprise. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que la politique de l'opérateur, elle ne doit pas être rigide. Ça veut dire quoi rigide? Moi, j'ai défini en tant que représentant d'une entreprise, j'ai dit, voilà, j'utilise telle application. D'accord? Donc, par exemple, je suis responsable du réseau de l'USTHB.
bon, j'ai listé les applications donc, utilisées par les enseignants, par les étudiants, par le corps ATS de l'université. Et donc, je me suis orienté vers un opérateur pour dire, voilà, voici les applications qu'on utilise au sein du réseau de l'USTHB. D'accord? Très bien. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me proposer un niveau de service adapté à ces applications. Donc, c'est bon, on s'est mis d'accord sur le niveau de service. Ça peut être du Gold, ça peut être du Premium, peu importe. OK? Bon, le problème qui se pose, c'est que occasionnellement, bon, on sait que l'université, donc, c'est surtout pour faire des cours et tout, mais imaginez que pour un événement, l'anniversaire de l'USTHB par exemple, on a invité quelqu'un pour faire une conférence, d'accord, pour faire une conférence en ligne. Donc là, on va utiliser de la visioconférence. Cette visioconférence n'était pas prévue dans la liste que j'ai donnée à l'opérateur. D'accord? Donc là, on parle d'une application qui n'était pas planifiée. Parce que pour l'opérateur, la liste des applications que je lui ai remises, c'est les applications utilisées par le réseau de l'USTHB. Maintenant, s'il va recevoir un flux d'une application de type visioconférence du réseau de l'USTHB, pour lui, ça, c'est quelque chose qui n'a pas été planifié. Il n'avait pas prévu de recevoir un flux de type visioconférence du réseau de l'USTHB. Il peut facilement repérer donc, les flux de l'USTHB via les adresses IP. Vous avez les adresses IP de l'USTHB. À partir de là, vous avez les adresses IP, vous avez les ports pour les applications. Donc, je peux facilement détecter un flux non planifié. C'est ce qu'on appelle un flux non planifié. D'accord? Maintenant, l'opérateur, s'il applique, je dirais, une politique rigide, pour lui, ça c'est un flux qui n'était pas planifié, et bien tout simplement, je ne vais pas le prendre en charge. Alors quand je dis je ne vais pas le prendre en charge, ce n'est pas que je vais le bloquer, mais je vais le laisser passer en mode best effort. Je ne vais pas lui fournir un niveau de service adapté aux besoins de la visioconférence. On avait dit que la visioconférence, c'était une application qui était exigeante en termes de délai, en termes de bande passante. Mais comme elle n'était pas planifiée par l'administrateur du réseau de l'USTHB, pour l'opérateur, ça c'est un trafic qui n'est pas planifié. Donc si j'adopte une politique rigide, si l'opérateur adopte une politique rigide, pour lui, ça c'est un trafic non planifié, il va tout simplement le faire passer, d'accord, je dis bien le faire passer, en mode best effort. Ça veut dire qu'il ne va pas lui offrir un niveau de qualité de service adapté, d'accord, adapté aux besoins de la visioconférence. Ça sera du best effort. Best effort, si le réseau n'est pas très surchargé, tant mieux, ça va passer, on aura une bonne visioconférence. Si c'est une heure de pointe ou une heure de charge et de pression au niveau du réseau, bah malheureusement, on n'aura pas une bonne qualité de service. Donc, on doit prévoir des ouvertures. Des ouvertures pour ce qu'on appelle le trafic non planifié. Et dans le trafic non planifié, on doit permettre la possibilité, on doit donner la possibilité aux entreprises de modifier, d'accord, de modifier les applications qu'ils avaient déclarées auparavant, de mettre à jour les applications, c'est-à-dire même si c'est occasionnellement. D'accord, je peux dire par exemple, voilà, pendant la semaine qui correspond à l'anniversaire ou aux festivités de l'anniversaire de l'USTHB, on va faire de la visioconférence. Donc, pendant cette semaine, prévoyez un niveau de service adapté à la visioconférence. Mais c'est juste pendant une période. Dès qu'on dépasse la période, on revient vers, par exemple, vers le service Gold, on vient vers le service Silver. D'accord? Donc, la politique de l'opérateur, et ça va compliquer encore sa tâche, la politique de l'opérateur, elle ne doit pas être rigide. Elle doit être flexible, elle doit s'adapter aux éventuels changements au niveau des applications des entreprises. Donc, cette relation entre l'entreprise et l'opérateur,
on la retrouve au niveau des contrats. Donc, il y a des contrats qui sont préparés par les opérateurs qu'on appelle le contrat SLA ou bien le contrat de niveau de service ou bien le Service Level Agreement. Donc, c'est un contrat qui permet donc de lier l'opérateur à une entreprise ou à un particulier, bien que c'est rare d'avoir des particuliers qui optent pour ce genre de contrat parce que ça coûte très cher et ce n'est pas vraiment justifié, d'accord? Et donc, ce contrat-là, il définit le niveau de qualité de service requis entre le prestataire et le client, ou bien entre l'opérateur et le client. Donc, moi, je définis en tant que client, je définis les applications que j'utilise. L'opérateur, en fonction de ces applications, il va m'orienter vers un niveau de service qui va permettre d'assurer une bonne qualité de service à mes applications. Et il s'engage, d'accord, du moment qu'il y a un contrat, il s'engage à fournir ce niveau de qualité de service. Donc, le contrat, il définit clairement l'attente des deux parties sur le contenu des prestations, les modalités d'exécution, les responsabilités de chaque partie, ainsi que les garanties. Voilà pourquoi on parle de niveau de service. Donc, je vous montre ici un petit exemple d'un contrat SLA. Bon, ça, c'est un contrat SLA un contrat de niveau de service. Vous avez le document Word? Partage du document Word? Salam alaikum. Non, monsieur, ma cache, Nazama Kharj. Balek, il n'est D'accord. pas partagé. Attendez. Donc, vous avez toujours la présentation? Oui, nous en a fait les contrats des opérateurs. OK. Et là? Oui, c'est Service Level Agreement pour service. Très bien. Très bien. Merci. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple d'un contrat SLA qui lie une entreprise, par exemple, à un client. Bon, quand on dit un contrat SLA, ce n'est pas nécessairement orienté vers la qualité de service. Ça peut être, par exemple, pour le développement d'un logiciel ou la fourniture d'un service particulier. D'accord? Mais juste pour vous donner un petit aperçu. Maintenant, un contrat, vous savez que chaque opérateur ou bien chaque entreprise, elle a la possibilité donc de définir son propre contrat en fonction des informations qui l'intéressent le plus. OK? Donc là, je vous montre un petit exemple d'un contrat pour voir un petit peu quelles sont les informations qu'on peut retrouver. OK? Voilà, donc vous avez ici un contrat donc, qui lie donc, pour le service. Vous mettez, donc là, vous avez le nom du service fourni. Vous avez ici l'auteur du contrat, ou bien celui qui a rédigé le contrat, établi pour une durée de, et vous devez préciser la durée du contrat. Bon, maintenant, quand vous allez, par exemple, vous orienter vers un opérateur, quand vous optez, par exemple, pour un service de type premium, alors le service de type premium, il a une durée. D'accord? Donc, vous allez payer, par exemple, pour 6 mois, pour une année, pour un mois. Tout dépendra de vos besoins. OK? Donc, vous devez préciser la durée du contrat. Alors, ce contrat, il va lier donc deux parties. Vous avez, d'une part, vous avez le client, ou bien le représentant de l'entreprise, OK? Et de l'autre part, vous avez le représentant de l'opérateur. C'est-à-dire, si on prend le cas d'Algérie Télécom, c'est l'agent commercial, par exemple, d'Algérie Télécom. OK? Donc, ça, ce sont les informations donc, des deux parties. Vous avez ici la partie du client avec toutes les informations concernant le client. Vous avez le prestataire de service, l'opérateur dans notre cas, d'accord? Et date de mise en application du contrat, donc c'est la date de début. Très bien, donc ça, c'est les informations concernant la durée du contrat. Alors, description du service, donc là, qu'est-ce que vous allez voir? On va vous décrire le service fourni. D'accord? Vous optez pour quel service? Vous, en tant qu'entreprise, quand vous allez vous engager vous allez opter pour un certain service avec une autre entreprise ou bien avec un opérateur. Donc, vous devez, ou l'opérateur, il doit décrire le service fourni.
D'accord? Avec des détails, bien sûr. Donc, le service porte ici donc, sur la fourniture et le support du service 2. Ensuite, il va décrire, il va donner donc, le nom du service et il va le décrire par la suite. D'accord? Alors, exemple, pour messagerie, par exemple, messagerie électronique, envoi et réception du courrier électronique. OK? Donc là, je suis en train de décrire le service, qu'est-ce qu'il offre. Dans ce cas, c'est l'envoi. Donc, on prend un simple exemple. C'est l'envoi et la réception de courrier électronique. C'est la messagerie électronique. D'accord? Ensuite, le présent document est valable jusqu'à son annulation par sa révision mutuellement autorisée par les mêmes signatures que celle ci-dessous. Alors, le SLA sera revu annuellement. Donc là, éventuellement, à la fin donc, du contrat, si c'est un contrat qui s'étale sur une année, il y a toujours la possibilité de revoir le contrat. Éventuellement, si les tarifs, par exemple, changent ou si certaines conditions du contrat changent, donc il faudra le mettre à jour. Alors, horaire du service, le service donc, de messagerie et des fonctionnalités associées est disponible de 5h à 23h. 7 jours sur 7, 365 jours par an. Alors, bon, vous allez me dire pourquoi on dit tout ça. Ben, si on ne dit pas tout ça, d'accord? Alors, regardez. On parle ici d'un service qui est disponible 7 jours sur 7. D'accord? 365 jours par an. Ça veut dire qu'il est disponible tous les jours. OK? Par contre, si je reviens un petit peu en arrière, on dit qu'il est disponible de 5 heures jusqu'à 23 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fournisseur ou l'opérateur, il vous offre ou bien il vous donne accès au service à partir de 5 heures du matin. D'accord? On parle disponible. Il est disponible à partir de 5 heures du matin. Si vous vous rappelez, parmi les critères de la COS, on a parlé de la disponibilité du service. D'accord? On avait évalué la disponibilité et on évalue la disponibilité du service comme étant le temps de bon fonctionnement du service sur le temps total. D'accord? Maintenant, si l'opérateur ou si l'entreprise, elle vous dit, voilà, mon service, il est opérationnel 24 heures sur 24. Donc, si vous allez utiliser le service à minuit ou bien à 1 heure du matin et que vous trouvez que le service n'est pas disponible, là, ça veut dire que l'opérateur n'a pas respecté son engagement. D'accord? Mais lui, l'opérateur, il se protège ici. S'il vous dit que le service est disponible de 5 heures du matin jusqu'à 23 heures, ça veut dire que si vous voulez utiliser le service de messagerie, parce que là, on parle d'un service de messagerie, si vous voulez utiliser le service de messagerie à 4h30 du matin, ou là même à 4h59, et que vous trouvez que le service n'est pas disponible, l'opérateur, il s'est protégé. Si demain, vous allez faire une réclamation pour dire, voilà, j'ai essayé d'envoyer un mail à 4h59, mais je n'ai pas pu l'envoyer, pour l'opérateur, à 4h59, le service n'est pas disponible, n'est pas censé être disponible. Au-delà de 23 heures, c'est la même chose. Si vous envoyez un mail à minuit, le service n'est pas censé être disponible. Donc là, l'opérateur, il se protège. S'il y a, par exemple, alors pourquoi il définit ces horaires-là? Par exemple, hein, pour des opérations d'entretien. D'accord? Donc, quand il veut mettre, par exemple, quand il veut mettre ses serveurs à off, il peut, par exemple, effectuer une opération d'entretien entre 5 heures du matin, entre 23 heures et 5 heures du matin. Maintenant, il ne peut pas prévoir une opération de maintenance pendant la période de disponibilité du service. Parce que pour lui, il a clairement défini la disponibilité du service entre 5 heures et 23 heures. Donc, ça, c'est très important. D'accord? On parle de disponibilité du service. Disponibilité, c'est l'un des critères de la cause. Période d'exception pour raison de maintenance, il peut éventuellement prévoir des exceptions. Et là, on vous dit, le service pourra être interrompu entre 12h15 et 13h45 pour des raisons de maintenance. C'est-à-dire que là, il y a une extension. En cas de problème pendant la période de disponibilité entre 5h et 23h,
l'opérateur ou le fournisseur du service, il s'offre une petite ouverture. D'accord? S'il y a un problème entre 5 heures et 23 heures, pour lui, il peut intervenir entre midi 15 et 13h45. Mais ce n'est pas tous les jours. D'accord? Par contre, si on revient à la disponibilité, c'est tous les jours, le service n'est pas disponible tous les jours de 23 heures jusqu'à 5 heures du matin. Pour la maintenance, exceptionnellement, entre midi 15 et 13h45. Mais c'est exceptionnel. Ça peut arriver une fois, 2 fois par mois, par exemple. D'accord? Donc, dans la mesure du possible, les utilisateurs seront avertis 24 heures à l'avance en cas de maintenance planifiée. Donc, là, le fournisseur, il s'engage à avertir les clients 24 heures à l'avance en cas de maintenance planifiée. D'accord? Donc, je peux planifier une opération de maintenance et si elle est planifiée, je dois, d'accord? Je dois, dans la mesure du possible, informer le client qu'il y a, dans les prochaines 24 heures, il y aura une opération de maintenance. D'accord? Mais si on coupe pour faire de la maintenance, chez nous, quand il y a une opération de maintenance, c'est rare d'informer les clients pour dire, et ça se fait à tous les niveaux, hein. Prenez tous les services, quand il y a une opération de maintenance, c'est rare de voir un communiqué, par exemple, pour dire, voilà, tel jour, à telle heure, il y a une opération de maintenance, donc on va vous couper, par exemple, l'électricité, ou là, on va... Bon, ça arrive. Ce n'est pas très fréquent. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est par rapport aux horaires du service. Disponibilité du service. Temps de réponse et fiabilité. L'objectif de niveau de disponibilité, c'est-à-dire le temps de réponse du service, est de 99,5% dans la limite de l'horaire défini au paragraphe précédent. Alors, pourquoi il dit dans la limite de l'horaire défini au paragraphe précédent? Parce que s'il y a le moins de problèmes, ou bien si le taux il baisse, c'est-à-dire il est inférieur à 99,5% et que ça ne correspond pas aux horaires de disponibilité du service, là, il n'est pas responsable. Donc, il s'engage à offrir un taux ou un niveau de disponibilité de 99,5% dans la plage horaire de disponibilité. Parce que il a prévu entre 5 heures et 23 heures, il a prévu occasionnellement des opérations de maintenance en cas de problème. Donc, il n'y a pas un taux de disponibilité égal à 100%. Donc, il se laisse une petite marge pour dire éventuellement s'il y a des opérations de maintenance pendant la période de disponibilité, donc le niveau de disponibilité ou le taux de disponibilité, il peut descendre jusqu'à 99,5%. S'il vous dit que le taux de disponibilité est de 100%, ça veut dire qu'entre 5 heures du matin et 23 heures, il doit se débrouiller pour offrir, bien pour rendre le service disponible. Et ça, on sait tous que ce n'est pas toujours évident. Il y a toujours des petits problèmes techniques qui vous empêchent donc d'avoir de la disponibilité, un taux de disponibilité de 100%. D'accord? Donc, il faut toujours se laisser des marges. C'est-à-dire, même si demain, vous serez responsable ou bien vous allez travailler ou vous préparer, par exemple, un contrat de ce genre, il faut toujours vous laisser des marges. Ça va vous permettre donc de prévoir d'éventuelles opérations, telles que les opérations de maintenance ou autres. D'accord? Alors ensuite, on va essayer de voir. Alors, ça, c'est ce que j'étais en train d'expliquer ici. C'était les engagements de l'opérateur ou les engagements du fournisseur de service. Alors, le vis-à-vis, c'est qui? Le vis-à-vis, c'est le client. En termes de client, on a des obligations qu'on doit définir clairement au niveau du contrat. D'accord? Alors, les obligations du contrat, du client au niveau du contrat, indiquer donc les points qui incombent au client. Alors, formation par le client des nouveaux utilisateurs aux applications et matériels liés au contrat de service. La documentation, les infrastructures, la mise à jour des logiciels. Alors, tout ça, c'est à la charge du client. C'est-à-dire que demain, par exemple, si le client, ou bien au niveau de l'entreprise, on va recruter donc de nouveaux employés et que ces employés-là ne savent pas utiliser le service fourni,
La formation de ces clients-là n'est pas à la charge, n'est pas à la charge du fournisseur de services. Elle est à la charge de l'entreprise. Les infrastructures aussi. D'accord? Quand on parle de maintenance, la maintenance, elle est assurée par le client. Donc, dans le contrat, on a deux parties. On a une partie qui incombe donc, au fournisseur de services. Alors, je dis fournisseur de services pour englober le tout, parce que je ne vais pas parler uniquement de l'opérateur. Un opérateur, il offre un réseau, parce que quand on dit fournir un service, le réseau d'Algérie Télécom, c'est un service. Fournir une application ou fournir un service de messagerie, là aussi, c'est un service. Donc, on a d'un côté le fournisseur de service et on a de l'autre côté, on a le client. Donc, on a une partie qui dépend du fournisseur de service, c'est-à-dire les engagements du fournisseur de service, et on a de l'autre côté les obligations du client. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut parler? Qu'est-ce qu'on peut... Donc, bon, il y a tout ce qui est sécurité et tout, donc la sécurité, la confidentialité des données et tout. Voilà. Le prix du service. On peut parler donc du prix du service. Tout à l'heure, j'avais repris donc les niveaux de service, par exemple, service premium, service gold, service silver. Chaque niveau de service, j'avais dit qu'il avait un coût. Donc, on doit définir dans le contrat SLA, on doit définir clairement le coût de chaque niveau de service. Donc, il y a chaque de l'aléatoire. Je dois définir clairement le coût du niveau de service et qui a une durée. Rappelez-vous ce qu'on avait au début du contrat, on avait la date de validité du contrat. C'est-à-dire que le coût, il peut être réévalué à la fin du contrat. OK? Alors, voilà. Bon, en gros, c'est ce qu'on a généralement dans un contrat. D'accord? Donc, ah oui, la partie audit. La partie audit, bon, je vais revenir au slide pour parler. Donc, quand on parle d'audit, benchmarking et tout, on parle de l'évaluation du contrat. Est-ce que les engagements pris par le fournisseur, est-ce que ces engagements ont été respectés ou non? D'accord? Donc, je vais revenir à la partie audit pour voir comment évaluer le contrat. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? Dans ce contrat, le client se réserve le droit de faire vérifier la qualité et les prix du service par un tiers de son choix. C'est-à-dire que là, au niveau du contrat, on donne la possibilité au client de solliciter une personne ou une entreprise pour évaluer le contrat. Donc, vérifier la qualité et les prix du service fourni par le fournisseur de service. D'accord? C'est-à-dire que là, ça a été défini clairement. Mais il n'y a pas que cette solution. D'accord? Donc, ça, c'est par rapport au contrat SLA. Alors, je vais revenir au slide. Voilà. Est-ce que vous avez les slides? C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Très bien. Alors, donc ça, c'était l'exemple. Donc, je vous l'évaluation du contrat. Alors, dans le contrat que je vous ai montré, donc l'exemple du contrat, il était clairement défini dans le contrat que c'est à la charge du client de solliciter donc une entreprise ou un client donc, pour faire de l'audit, pour faire de l'évaluation du contrat. Mais j'avais dit que ce n'était pas la seule option. D'accord? En fait, il y a trois options possibles. La première option, c'est que l'audit ou bien l'évaluation du contrat soit effectuée par le fournisseur du service lui-même. Et c'est la solution qui est généralement utilisée par défaut. D'accord? Si on revient au contexte d'Algérie Télécom, moi, en tant que client particulier ou bien en tant qu'entreprise, je n'ai pas les moyens d'accéder au réseau de l'opérateur pour évaluer et voir est-ce que les engagements pris par l'opérateur ont été respectés ou non.
Je n'ai aucun moyen de le faire. Donc, on laisse à la charge du fournisseur de service de faire sa propre évaluation. D'accord? Deuxième possibilité, par le client du service. Et ça, ce n'est pas évident. Parce qu'un simple client n'a pas les moyens, comme je l'ai dit, il n'a pas les moyens d'évaluer, par exemple, si on reste dans le contexte, bien sûr, dans le contexte réseau, je n'ai pas les moyens d'évaluer, par exemple, le réseau d'Algérie Télécom. Bon, dans un autre contexte, peut-être. Il a l'exemple, le contrat, un service de messagerie. Bon, un service de messagerie, c'est quelque chose que je peux évaluer. D'accord? Vous avez vu tout à l'heure, il n'y a pas vraiment des critères, par exemple, de disponibilité qui sont difficiles à évaluer. Le fournisseur, il s'est engagé à offrir, par exemple, le service de messagerie de 5 h du matin jusqu'à 23 h. Ben, c'est simple. À 14 h ou là, à 15 h, si je trouve que le service n'est pas disponible, ben, je peux remettre en cause le contrat. On le voit là, vous n'avez pas respecté le contrat. Ça, c'est quelque chose qu'on peut quantifier. Ouais, il peut vérifier à son niveau. Il peut vérifier qu'effectivement, à 15 h, par exemple, le service de messagerie n'était pas disponible. Mais aller vers l'évaluation de la qualité de service fournie par un opérateur, ça, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour un client. On a droit à l'évaluation au niveau client. Troisième possibilité, donc soit par le fournisseur, soit par le client. Troisième possibilité, par un tiers de confiance. Et donc, il y a une partie, je dirais, neutre. Donc, ce n'est ni le client, ni le fournisseur du service, ou l'opérateur. Une troisième partie. Et c'est à elle d'évaluer le niveau de qualité de service offert par l'opérateur ou par le fournisseur de service. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, annuellement, alors il y a ce qu'on appelle l'ARPT, l'Autorité de régulation des postes et télécommunications. Donc, c'est un organisme qui évalue et qui publie, si vous l'avez remarqué, qui publie chaque année les performances des 3 opérateurs de la téléphonie mobile en Algérie. Chaque année, ils vous disent, voilà, le meilleur réseau en termes de couverture, c'est tel réseau. Donc, ils ont la possibilité d'évaluer, en termes de disponibilité, en termes de couverture à l'échelle nationale, d'évaluer les performances de chaque réseau, des 3 opérateurs. Sur la base d'un certain nombre de critères techniques, ils accèdent donc au réseau des 3 opérateurs et ils font une évaluation en termes de couverture, en termes de disponibilité, en termes de panne. Est-ce qu'il y a eu des pannes pendant, c'est-à-dire une année? Est-ce qu'il y a des périodes où tel ou tel réseau, mais cache moi chimchi. Et des fois, ça arrive à l'échelle nationale. Hein. Un opérateur, le réseau terreau, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, ils évaluent. Il y a une troisième partie. Ce n'est ni le client ni l'opérateur. On fait une évaluation du réseau. Et sur la base de cette évaluation, on a un rapport, on remet un rapport pour expliquer et dire voilà ce qu'il y a comme problème, voilà ce qu'il y a comme positif au niveau de chaque réseau. D'accord? Donc, l'évaluation du contrat de niveau de service, elle peut être faite soit par l'opérateur ou le fournisseur du service lui-même, soit par le client, ça c'est rare, ce n'est pas évident, soit par une troisième partie qui est neutre. D'accord? Donc, ce n'est ni le client ni le fournisseur de service. Ça, c'est par rapport à l'évaluation des contrats SL. Alors, selon des statistiques, 80% du trafic est planifié et 20% est occasionnel. Ça veut dire quoi? Là, je vous donne une statistique, des chiffres par rapport à la planification du trafic. Si vous vous rappelez tout à l'heure, j'avais donné un exemple, comme au niveau de l'université, au niveau de l'USTHB, on peut savoir et définir clairement une liste des applications utilisées par les enseignants, par les étudiants, par les ATS de l'université.
Donc, il n'y a pas de problème. On peut évaluer ça et lister tout ça et remettre la liste des applications utilisées, par exemple, à Algérie Télécom. OK, très bien. Mais, j'avais dit que pendant la semaine, par exemple, l'anniversaire de l'ISTHB, on a invité un conférencier donc, pour faire une conférence. Et comme il ne peut pas se déplacer, il va faire ça en visioconférence. Donc, ce que j'avais déclaré, moi, en tant que responsable du réseau de l'entreprise, ce que j'avais déclaré, c'est ce qu'on appelle le trafic planifié. Et il représente, je dirais, 80% du trafic. Il y a eu une étude qui a été faite. Donc, 80% du trafic, c'est un trafic qui est planifié. Donc, il était prévu par l'entreprise. Mais on peut avoir un trafic non planifié. Donc, le trafic non planifié, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'opérateur, il ne peut pas adopter une politique rigide. Il dit que voilà, le flux de visioconférence de l'USTHB n'a pas été planifié, donc je le bloque. L'opérateur, il doit toujours prévoir des ouvertures. D'accord? Donc, comme on a le contrat SLA, le contrat SLA standard, on a toujours la possibilité de définir ce qu'on appelle le contrat SLA dynamique. Et le contrat SLA dynamique, c'est un contrat qui est adapté uniquement pour les applications, bien pour le trafic qui n'était pas planifié. C'est-à-dire que je peux dire, voilà, pendant la semaine qui correspond à l'anniversaire du STHB, il y a un trafic qui n'était pas prévu dans le contrat initial, donc je vais l'inclure dans un nouveau contrat qu'on appelle le contrat le SLA dynamique. Il est valable pendant une semaine. Ensuite, il n'est plus valable. D'accord? Donc, c'est occasionnel. C'est pour ça qu'on parle d'un trafic planifié et non planifié. D'accord? Donc, l'opérateur, il ne doit pas être rigide, il doit être flexible. Il doit s'adapter à tout changement, mais ça complique un petit peu sa tâche. Alors, côté administration, l'administration au niveau des entreprises, la tâche, elle était relativement facile. Par contre, l'administration au niveau de l'opérateur, c'est une tâche très difficile. Alors, on parle d'administrateur ou l'administration chez l'opérateur. Il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul administrateur. D'accord? Quand vous avez un réseau qui s'étale à l'échelle nationale, ce n'est pas une seule personne qui va gérer ça, mais c'est une équipe d'administrateurs. Et la tâche, elle est difficile. Elle est difficile pourquoi? Parce qu'on avait déjà donné les raisons. Le nombre d'utilisateurs qui augmente chaque jour, le flux ou les applications qui sont très variés, qui ont des besoins, je dirais, différents en termes de qualité de service, en termes d'exigence de qualité de service. Donc, pour gérer tout ça, ce n'est pas évident. Donc, l'opérateur, il doit donc définir clairement des niveaux de service, ou l'administrateur chez l'opérateur, il définit, donc, si vous vous rappelez, donc, les niveaux de service que j'avais donné tout à l'heure, que j'avais présenté là, en début de séance, donc c'est défini par l'administrateur. Je définis 4 niveaux de service, Premium, Gold, Silver, Best et Fort. Chaque niveau de service, ou chaque offre, elle correspond à un niveau de service, elle correspond à un certain nombre d'exigences auxquelles je m'engage à fournir, moi en tant que responsable et en tant que gestionnaire du réseau de l'opérateur, je m'engage à fournir le niveau de service correspondant à chaque offre. Si je dis l'offre premium, elle correspond à un délai d'acheminement court et constant, je dois m'engager à respecter cette exigence-là. C'est-à-dire que demain, si une entreprise ou bien si un client il vient et me dit voilà, le délai, il y a toujours du retard dans ma visioconférence, il y a des décalages, là, ça veut dire que je n'ai pas tenu mes engagements. Donc, il doit toujours s'assurer que le réseau est capable de supporter et de respecter les engagements pris par l'opérateur. Et tout ça doit être défini clairement au niveau du contrat. Donc ça, c'était au niveau des opérateurs. Alors, il y a une troisième entité qui malheureusement n'existe pas en Algérie. En fait, elle existait à une certaine époque, mais actuellement, je pense, à ma connaissance, il n'y a pas de fournisseurs d'accès. Alors,
il y a une dizaine d'années ou là, une quinzaine d'années, il y avait un fournisseur d'accès, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'IPAD. Le siège Tahom, était du côté de Belmond Rais. Donc, un fournisseur d'accès Internet, en fait, il n'a pas une infrastructure, contrairement par exemple à un opérateur. Un opérateur, quand on parle d'Algérie Télécom, on a le réseau d'Algérie Télécom. D'accord? Donc, un opérateur, il dispose d'une architecture, il dispose d'une plateforme, il dispose d'un réseau. OK? Et en plus de l'architecture, il vous offre des services. Donc, Algérie Télécom a un réseau Tahom, et quand vous voulez, par exemple, avoir un abonnement Internet, ils vont vous offrir ce service-là. OK? Un fournisseur d'accès, il n'a pas de plateforme. Un fournisseur d'accès, il utilise ou là, il loue, si vous voulez, l'infrastructure de l'opérateur. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est fournir un service. C'est pour ça qu'on parle d'un fournisseur d'accès Internet. Il vous offre l'accès à Internet. Il vous vend l'accès à Internet. D'accord? Mais en utilisant l'infrastructure d'un opérateur. Parce qu'il n'a pas les moyens pour déployer une infrastructure. Parce que ça coûte très cher. D'accord? Donc, bon, malheureusement, chez nous, ça n'a pas marché. Mais il faut savoir que, par exemple, en Europe, par exemple, dans chaque pays, il y a plusieurs fournisseurs d'accès Internet. Et un fournisseur d'accès, il a une certaine évolution. Alors, il commence par louer, je dirais, l'infrastructure donc, de l'opérateur. Il vous offre juste des services. Mais par la suite, un fournisseur d'accès Internet, il peut évoluer vers d'accord? Donc, il évolue vers une architecture de type, c'est-à-dire il va disposer de son architecture et il va se comporter comme un opérateur. Donc, il commence par fournir des services en utilisant, là, en louant, bien sûr, il ne va pas l'utiliser gratuitement, il va louer l'infrastructure de l'opérateur et par la suite, il pourra donc investir encore plus pour maintenir donc les services qu'il offre, mais en plus disposer de son propre architecture. Et donc, dans beaucoup de pays, donc, les fournisseurs, ils disposent, donc ils démarrent avec des services, mais par la suite, ils vont vers les infrastructures. Ils investissent au niveau des infrastructures. D'accord? Donc, on pourra dire que le marché des opérateurs et des fournisseurs d'accès convergent. Un fournisseur d'accès, il peut donc démarrer en tant que juste fournisseur d'accès, un simple fournisseur d'accès. Okay? Généralement, les coûts sont relativement réduits pour l'accès et avoir donc passer donc, du statut de fournisseur d'accès Internet, passer vers le statut d'opérateur. Bon, bien sûr, il faut avoir des agréments et tout. Donc, il y a tout un travail administratif qui doit être fait. Là, on s'intéresse juste à la partie, je dirais, partie réseau. Donc, ça, c'est la différence entre un fournisseur d'accès et un opérateur. D'accord? Alors, on passe maintenant au niveau de service dans la COS. Alors, on dispose de 3 niveaux de service. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 niveaux de service. On a donc le service, ce qu'on appelle le best effort. D'accord? Le best effort, c'est quoi? C'est utiliser les performances du réseau, c'est-à-dire utiliser les ressources du réseau. Et il faut savoir que le best effort ne correspond à aucun niveau de service. Quand on parle du best effort, on ne parle pas de qualité de service.
Parce que ça dépend entièrement de la disponibilité des ressources. Ça dépend entièrement de la charge du réseau. Si la charge du réseau, elle est importante, on va avoir une mauvaise qualité de service. Si la charge du réseau n'est pas importante, on aura une bonne qualité de service. Mais ça ne veut pas dire, ce n'est pas parce qu'on a une bonne qualité de service qu'on pourra dire qu'il y a des mécanismes de qualité de service qui sont déployés à l'intérieur du réseau. Faire très attention à ça. Vous prenez le même réseau, vous l'utilisez à une heure de charge et vous l'utilisez à une heure creuse, vous avez des performances qui sont carrément différentes, sans avoir de mécanisme de qualité de service déployé à l'intérieur du réseau. D'accord? C'est un problème de charge, un problème de consommation de la bande passante, un problème d'état de congestion des routeurs et tout. D'accord? Donc, le best effort, c'est un niveau de service, on parle de niveau de service, je dirais, bon, on va l'appeler tout simplement le niveau 0. Niveau 0 à l'âge parce qu'il n'offre aucune solution de qualité de service. Il gère le trafic, il gère le flux à l'intérieur du réseau, mais la qualité de service offerte par le réseau en mode best effort, elle dépend essentiellement de la charge du réseau. Il a qu'un réseau congestionné, vous avez une mauvaise cosse. Il a qu'un le réseau, si le réseau n'est pas congestionné, vous allez avoir une bonne qualité de service. Je parle de, vous allez avoir une bonne qualité de service, vous allez avoir un bon niveau de qualité de service. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des mécanismes de qualité de service déployés dans le réseau. Par contre, si je passe au niveau 1, le best effort, c'est le niveau 0. C'est absence de qualité de service. Le niveau 1, c'est ce qu'on appelle le niveau différencié, ou les services différenciés. On appelle le diff-serve. Le diff-serve, j'avais parlé de ça, donc si vous vous rappelez, lors de la première séance, comme il y a 3 niveaux de service, on va les voir durant le semestre. Le deuxième niveau, c'est le niveau diff-serve, bien la différenciation de service. Ça veut dire quoi, différenciation de service? Quand on dit différenciation de service, ça veut dire qu'on va gérer les services de façon différente. Quand je dis gérer les services de façon différente, ça veut dire que je suis en train de favoriser un service par rapport à un autre. Le choix de service, comment il se fait? Comment je favorise un service par rapport à un autre? Je favorise un service par rapport à un autre en le faisant passer, par exemple, rapidement au niveau d'un routeur. Je ne vais pas le retarder. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de favoriser un trafic par rapport à un autre. Mais, on parle de différenciation de service. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un trafic qui va passer en priorité par rapport à un autre. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le modèle diff-serve, je n'ai aucune garantie sur le délai d'acheminement. D'accord? Je fais passer un flux en priorité par rapport à un autre. Un flux, je dis qu'il est prioritaire par rapport à un autre flux, je le fais passer en priorité. Mais le problème qui va se poser, c'est que je ne donne aucune garantie sur le délai d'acheminement de ce flux. Est-ce que le délai d'acheminement sera court ou non? Je ne peux rien dire. Mais là, je ne peux rien dire parce qu'il y a d'autres paramètres que je ne peux pas contrôler. Moi, je suis en train de dire, le flux X, je le fais passer en priorité par rapport au flux Y, c'est bien. Mais comment je vais traiter le flux X? Là, je ne dis rien du tout. Donc, c'est relatif. Relatif par rapport à quoi? Relatif par rapport à la disponibilité des ressources, par rapport à la charge du routeur, par rapport à la bande passante disponible. Tout ça, c'est des paramètres que je ne peux pas contrôler et sur lesquels je ne donne aucun engagement. D'accord? Donc, on a démarré avec le best effort
qui correspond à l'absence totale de mécanisme de qualité de service. On a le niveau 1, qui est le niveau diff-serve, la différenciation de service. Dans la différenciation de service, je favorise certains flux par rapport à d'autres. D'accord? C'est bien, on a déjà avancé d'un pas. Mais le fait de favoriser un flux par rapport à un autre, je dépends toujours des ressources disponibles. Si les ressources ne sont pas disponibles, même le flux prioritaire, je ne peux pas le transmettre dans de bonnes conditions. Je ne peux pas lui offrir un bon niveau de qualité de service. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de ressources. Mais la bande passante. Le réseau est congestionné. D'accord? Donc, c'est un petit peu ce qui se passe quand vous avez, par exemple, au niveau d'un goulot d'étranglement, il y a un goulot d'étranglement, par exemple, une intersection, vous voulez faire passer, par exemple, des ambulances, mais c'est bouché. Au niveau de l'intersection, c'est bouché. Les ambulances, mais juzosh. On sait qu'une ambulance, elle est prioritaire. Mais si au niveau de l'intersection, on a un bouchon, l'ambulance, elle ne pourra pas passer. Donc, c'est la même chose. Je dis, tel flux est prioritaire par rapport à tel flux. C'est bien. Donc là, j'ai défini un ordre de priorité. Mais pour appliquer cette priorité-là, là, je dépends des ressources. Si les ressources sont disponibles, tant mieux pour moi. Donc, je fais passer le trafic prioritaire avant le trafic non prioritaire. Et donc là, je vais avoir une bonne qualité de service. Mais si les ressources ne sont pas disponibles, ça ne sert à rien d'appliquer la priorité. Voilà pourquoi on dit que dans le modèle diff-serve, ou dans le niveau diff-serve, la qualité de service, elle dépend de la disponibilité des ressources. On essaye d'appliquer, on essaye d'intégrer des mécanismes de qualité de service, mais on dépend entièrement de la disponibilité des ressources. Donc, si les ressources sont disponibles, on peut offrir de la qualité de service, une bonne qualité de service, en faisant la différence entre les trafics prioritaires et les trafics non prioritaires. Si on n'a pas de ressources, malheureusement, même le trafic prioritaire, on ne pourra pas le transmettre dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est le niveau 1. Donc on a fait le niveau 0, on passe au niveau 1. Le deuxième niveau, c'est les services garantis. Alors, quand on dit service garanti, ça veut dire on garantit un niveau de service adapté aux besoins des applications. Mais ça, ce n'est possible que grâce à la réservation de ressources. Parce que ce qu'on a fait diff-serve, je ne contrôle pas la disponibilité des ressources. En diff-serve, ce que je fais, c'est que je définis des priorités entre les différents flux. Hada prioritaire, Hada un peu moins prioritaire, Hada il n'est pas prioritaire. Donc, je suis en train de définir des niveaux de priorité. Mais les niveaux de priorité, il a le réseau est congestionné, les routeurs congestionnés, la bande passante ma cache, il n'y a rien à faire. Donc, le niveau de service, le niveau de qualité de service fourni par le réseau, il sera médiocre. Par contre, quand on parle des services garantis, garantie, ça veut dire que je m'engage à fournir un niveau de service en fonction des besoins des applications. Mais ça, ce n'est possible qu'en réservant des ressources. Ça veut dire que je dois réserver des ressources au niveau du réseau pour garantir le niveau de service demandé par l'application. Donc, il y a une phase qui doit se faire avant l'envoi des paquets. Et cette phase, elle consiste à réserver les ressources, à créer une sorte de chemin virtuel pour réserver de la bande passante et pour s'assurer que les routeurs ne sont pas congestionnés. Donc, dès que je m'assure que les ressources nécessaires sont disponibles au niveau du réseau, je commence à envoyer les packs. D'accord? Donc, la différence avec le diff-serve, c'est quoi? C'est que au niveau du diff-serve, les paquets, je les envoie. Je définis la priorité des paquets, mais j'envoie les paquets sans vérifier la disponibilité des ressources. Par contre, dans les services garantis, je ne commence pas par envoyer les paquets. Je commence par réserver les ressources.
réservé de la bande passante. Donc, quand je m'assure que toutes les ressources nécessaires sont disponibles au niveau du réseau, c'est à ce moment-là que je vais commencer l'envoi des paquets. D'accord? Nous, l'exemple de l'ambulance, on sait qu'une ambulance elle est prioritaire par rapport à un simple véhicule, mais qu'il y a une intersection, l'intersection elle est bouchée, il n'y a rien à faire, l'ambulance ne passe pas. Par contre, si on applique un service garanti, avant de lancer l'ambulance, avant de démarrer, je m'assure qu'il n'y a pas de bouchon sur la route. Il n'y a pas d'embouteillage sur la route. Donc, quand je m'assure que la route elle est dégagée du point A, point de départ jusqu'au point d'arrivée, je me suis assuré que la route elle est dégagée sur tout le chemin. À ce moment-là, je lance l'ambulance. Donc, est-ce que vous voyez la différence entre DiffServ et le niveau service garanti? Donc, on passe à un niveau supérieur. Maintenant, la faisabilité de la chose, elle n'est pas évidente. Ce n'est pas évident de réserver des ressources sur tout le réseau. D'accord? C'est vrai qu'on parle de service garanti, on dit que le niveau de qualité de service, il est fourni, il est garanti par le réseau, mais la faisabilité de la chose, elle n'est pas aussi facile que ça. D'accord? Est-ce que vous avez compris la différence entre les trois niveaux de service? Le best effort, le DiffServ et les services garantis. OK. Alors, pour quel niveau de service on doit opter? Donc, moi en tant qu'entreprise, est-ce que je vais opter pour le best effort? Est-ce que je vais opter pour le DiffServ? Est-ce que je vais opter pour les services? Ça dépend de vos besoins. On a déjà parlé de ça auparavant. On doit définir clairement les besoins des applications qu'on utilise. D'accord? Donc, je ne peux pas opter pour un modèle de service de type service garanti si je n'utilise pas des applications gourmandes, si je n'utilise pas des applications exigeantes en termes de critères de qualité de service. Je ne peux pas opter pour le best effort si j'utilise la visioconférence. D'accord? Donc, il faut savoir, il faut définir clairement quels sont les besoins de votre réseau, quels sont les besoins de vos applications, des applications que vous utilisez, pour voir quel est le meilleur niveau de service adapté à vos applications. Dans certains cas, on peut même adopter les trois niveaux de service, mais cette fois pas au niveau du réseau de l'entreprise, mais au niveau des applications. Je dis, voilà, moi je vais opter pour le service garanti juste pour la visioconférence. Mais pour les autres applications, j'utilise du best effort. Ça, c'est faisable. Je reviens à l'exemple que j'avais donné tout à l'heure des 4 offres de l'opérateur, service premium, service gold, silver et best effort. Moi, par exemple, en tant qu'entreprise, bon, j'utilise de simples applications informatiques qui ne sont pas très gourmandes et qui ne sont pas très exigeantes en termes de qualité de service. Je vais opter pour le best effort. Je ne vais pas me gaspiller mon argent avec le premium. Mais j'utilise avec toute cette panoplie d'applications, j'utilise la visioconférence. Donc, la visioconférence indique, je dis voilà, pour la visioconférence, je préfère opter pour le service premium. Donc, ça va vous coûter moins cher. C'est-à-dire gérer tout le flux d'une entreprise avec le service premium ou bien juste un flux avec le service premium, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même coût. Donc, vous pouvez opter pour un service ou un niveau de service de type best effort et pour un flux particulier, pour une application particulière, vous optez pour un niveau de service beaucoup plus élevé.
Donc, vous allez garantir une bonne qualité de service pour de la visioconférence et vous n'allez pas gaspiller votre argent. D'accord? Donc, il faut très bien étudier et analyser les flux, les applications de votre réseau pour voir quel est le meilleur niveau de service correspondant à vos applications. Donc, si on essaye de voir, et là c'est un peu ce que j'étais en train de raconter tout à l'heure par rapport aux 3 niveaux de service. Alors, regardez ce que vous avez. Alors, vous avez le best effort qui correspond à aucun niveau de service. Donc là, il y a du blanc, donc il n'y a pas de mécanisme de cost. OK? Ensuite, vous avez les services différenciés. Donc, dans les services différenciés, nous intégrons des mécanismes de qualité de service. OK? Mais il y a des fluctuations. Pourquoi il y a des fluctuations? Il y a des fluctuations pour la simple raison que les ressources au niveau réseau ne sont pas toujours disponibles. Donc, je peux offrir un bon niveau de service. Là, par exemple, je peux offrir un bon niveau de service. Pourquoi? Parce que les ressources sont disponibles. Mais j'ai ici donc une baisse dans le niveau de qualité de service. Pourquoi? Parce que la qualité de service ou les ressources disponibles, les ressources ne sont pas disponibles. Donc, il n'y a pas de constance. Par contre, avec les services garantis, vous avez quelque chose de constant. Vous avez ici les services garantis. Vous voyez que c'est quelque chose de stable. D'accord? Maintenant, en termes de faisabilité, le best effort, il n'y a pas de mécanisme de cost. Il faut savoir que la plupart des mécanismes de qualité de service déployés actuellement s'orientent vers les services différenciés. Parce que les services différenciés ou le niveau DiffServe, il n'est pas très compliqué à déployer. C'est vrai qu'il n'offre pas de bonnes performances par rapport aux services garantis, mais en termes de faisabilité, en termes de déploiement, il est beaucoup plus facile à réaliser. Par contre, les services garantis, nous avons donc un niveau de service fourni par le réseau qui est d'un niveau assez élevé, avec une constance dans le niveau de service. Mais quand on essaie de voir comment on réalise ce niveau-là, en termes de déploiement, ce n'est pas facile. Parce que réserver des ressources avant même l'envoi des paquets, avant même le début donc, du flux, le lancement du flux, ce n'est pas quelque chose de facile à réaliser. Et ce n'est pas évident de réserver des ressources sur la totalité du réseau, sur tout le chemin qui sera parcouru par les paquets. D'accord? Donc ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire on gagne en termes de qualité de service, mais on perd en termes de complexité. Parce que les services différenciés, en termes de déploiement, ils sont beaucoup plus faciles à réaliser. Mais on perd en termes de niveau de qualité de service, parce que la qualité de service fournie, elle n'est pas stable, elle n'est pas constante. Alors, je pense qu'on va terminer avec les... Il est 22. Bon. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc, les composants de la COS, on va laisser ça pour la semaine prochaine. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des questions avant de terminer la séance?